peut-être dire quelques mots sur Gilles Perrault. Ah oui. Voilà. Ah oui. C'est quand même quelqu'un d'assez étonnant qui est toujours très très impliqué dans ce qu'il écrit. Il a été quand même le scénariste du Pull au vert rouge, il a aussi été scénariste du Serpent d'Henri Verneuil, l'Orchestre rouge de Rouffio, donc c'était toujours des films d'espionnage. Et le Pull au vert rouge, c'est un livre, au départ c'est un livre... C'est quelqu'un qui est très très impliqué dans ce genre d'histoire. Je serais curieux de savoir un petit peu qui est-il, comment c'est. Et il vient d'écrire un livre formidable qui s'appelle L'ombre de Christian Ranucci, donc il revient à nouveau, et c'est passionnant. Et même si on connaît l'histoire, j'ai bien connu, grâce à lui, j'ai lu en son temps le Pull au vert rouge, bien sûr. J'ai suivi dans la presse, on en parle, et là, ce bouquin, à nouveau, ce livre, il faut le lire, ça se lit comme un roman policier, même si on connaît l'histoire, parce qu'il a encore enquêté nouveau, parce qu'il y a des éléments nouveaux sur cette enquête. C'est hallucinant, cette histoire. Et maintenant, on est vraiment convaincu maintenant qu'il était innocent. À l'époque du Pull au vert rouge, puisque c'était à l'époque où on écrivait le dossier 51, il en parlait, il avait encore un doute, il disait... C'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être lui quand même. Il y avait des choses troublantes. Mais maintenant non, il dit c'est plus possible. Ce n'était pas lui. Et moi aussi, en lisant le bouquin. Donc, mais il n'arrive pas. Il se remue beaucoup. Avec il y a les comités que ça pour faire un procès en révision et il n'arrive pas. C'est incroyable. Les gens ne veulent pas s'être trompés sur cette histoire. Ils ont envoyé un jeune homme de 20 ans à la mort, et c'est terrible pour eux de dire il n'était peut-être pas coupable, et me dire maintenant il n'était pas coupable, c'est atroce. On peut pas, donc ils ne peuvent pas admettre, les policiers d'un côté, les magistrats de l'autre, ils se refusent, c'est trop grave pour eux. Mais c'est terrible pour le garçon. Donc c'est un des rares personnages de cinéma avec qui je garde le contact. Gilles Perrault, c'est un ami, c'est presque mon seul ami dans le cinéma. Même s'il n'est pas vraiment cinéaste, il est romancier, il est écrivain. Effectivement, il a participé à des adaptations aussi. Il a travaillé avec Jean Cosmos pour des scénarios pour la télévision aussi. C'est un homme d'image aussi. Mais avant tout, essentiellement, un écrivain, un grand écrivain. Il a écrit des livres superbes. Le livre sur le secret du roi, vous n'avez pas lu ça, le secret du roi? 3 tomes sur le 18e. C'était Louis XV qui avait son service d'espionnage. Donc il a écrit un livre énorme. Il y a 3 livres de 600 pages écrit dans le style du 18e. On croit lire du Crébillon, c'est admirable, c'est un grand écrivain, et que j'ai plaisir à revoir, et qu'on se téléphone, ou tout ça, on se voit, c'est le seul, et à tel point qu'on a refait un film ensemble, la petite bande, finalement, c'est lui aussi, donc j'ai fait 2 films avec Gilles Perrault. Écoutez, on est là dans les années 70, et à cette époque-là, je m'intéressais beaucoup aux affaires de renseignement, d'espionnage, et je dois dire que je les connaissais bien. J'avais vu une foule de dossiers, d'archives, tout ça. Et je suis tombé sur une histoire extraordinaire. Et j'ai tout de suite pensé qu'il y avait là la matière d'un livre. Une histoire extraordinaire, banale au départ, un jeune diplomate français, plein d'avenir, et il faut recruter les gens quand ils sont jeunes encore et qu'ils sont moins surveillés et qu'ils vont grimper très haut. Un jeune diplomate français plein d'avenir, un service étranger veut le recruter, mais il n'a pas de faille. Et on ne peut recruter quelqu'un que s'il présente une faille. Ça peut être les femmes, les hommes, le sexe, l'argent, et surtout la frustration de ne pas être reconnu dans son métier par... Et lui, pas de faille, il est blanc-bleu. Normalement, on arrête. On dit, c'est pas le bon poisson, il n'y a pas d'hameçon pour le prendre. Et alors là, ce service s'est obstiné. Alors, ce qui est toujours passionnant, c'est à l'intérieur d'un service, les rivalités entre les uns, les autres, etc. Et là, au sein de ce service, un certain nombre de gens se sont dit, non, on ne va pas lâcher, on va l'avoir. Et ils ont commencé à enquêter sur lui de façon très approfondie, de façon à découvrir non seulement ce qu'il aurait dit lui-même sur lui-même, s'il avait accepté de parler, mais ce qu'il n'aurait pas pu dire, parce qu'il n'en avait pas conscience. Autrement dit, on lance une enquête non seulement sur la vie, la biographie de cet homme, mais sur son inconscient. Et ça, c'est tout de même avec des psychologues, des psychiatres, etc.
Et ça a abouti à trouver l'hameçon qui était propre à le ferrer. Sauf qu'il a été ferré et qu'il ne l'a pas supporté. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et ce qui était passionnant, c'était le réalisme de cette affaire, c'est-à-dire, dans la littérature comme dans le cinéma, on montre un agent, alors James Bond, bien sûr. Donc, ce monde-là est montré à travers des agents brillants, etc. Mais là, c'est pas un agent, c'est un service. Et ça présente, il y avait deux grands services à l'époque, la CIA américaine et le KGB soviétique, qui ont des moyens énormes, hein, sans limite, sans limite. Bon. Et là, de voir un service, j'ai voulu montrer un service, cette énorme machine à fouiller et puis finalement à broyer, qui se met en marche pour violer l'intimité d'un homme, qui ignore tout ça, et qui est approché par des agents qui sont des agents passe-muraille, qui sont des agents qui n'ont pas de qualité extraordinaire, qui font un boulot d'enquêteur. Et là, on peut découvrir des tas de choses sur la vie d'un homme. Parce qu'il y a des moyens. Là, on va interroger ses amis d'enfance, ses camarades de collège, ses camarades de régiment, etc., sous les prétextes les plus divers, mais toujours de façon très prudente pour qu'ils ne soient pas prévenus. Bon. Et à l'époque, cette histoire est apparue un petit peu, incroyable pour beaucoup de gens, en disant on ne peut pas découvrir tant de choses sur un homme. Mais aujourd'hui, maintenant, cet espionnage de l'individu est devenu beaucoup plus facile avec les cartes bancaires. On peut et maintenant c'est beaucoup plus crédible. Mais c'était déjà à l'époque crédible puisque ça a eu lieu. Alors voilà, j'ai voulu écrire un roman qui ressemble à ces dossiers que je voyais dans les archives des services secrets. Des dossiers qui racontaient cette histoire d'un service se mobilisant sur un objectif précis. Et j'ai fait un roman qui ne met pas en scène des agents extraordinaires et des espionnes tout à fait ravissantes, mais un roman qui se présente comme un dossier d'archives, avec des rapports. Alors, c'était risqué. L'éditeur m'a dit c'est pas folichon, votre histoire. Eh bien, finalement, si, il y a tout de même un assez large public qui a trouvé ça intéressant. Et c'est un dossier anonyme. C'est un dossier où il n'y a pas... Le seul personnage, c'est le héros, et puis sa famille. Mais les agents sont anonymes. On donne leur nom de code. À l'intérieur du service, les services eux-mêmes ont un nom de code. Donc tout ça, il n'y a pas de... Voilà. Ce livre a suscité beaucoup d'intérêt chez les cinéastes, et ils sont au moins une douzaine à avoir voulu, souhaiter le porter à l'écran. Il y avait Jacques Deray, il y avait Godard, et Boisset s'y était intéressé. Qui d'autre encore? Il y avait un Américain, Rosy était très intéressé, ouais. J'ai commencé à travailloter avec un certain nombre d'entre eux, en leur disant mais non, c'est pas adaptable. Un dossier, vous pouvez le transposer dans un livre, même dans la forme, n'est-ce pas? C'est une succession de rapports, mon livre. Mais comment allez-vous montrer ça? Alors vous allez montrer des enquêteurs, pas cette petite armée d'enquêteurs anonymes qui a eu lieu, qui a travaillé, mais vous allez choisir 2 ou 3 agents qui vont découvrir le passé, fouiller l'inconscient du personnage, de la cible, de l'objectif, et c'est sans intérêt. Et tous sont convenus que effectivement c'était pas possible, que adapter ce livre
en changeant ce qui faisait son intérêt, parce que c'est une histoire banale, sinon essayer de recruter quelqu'un et trouver le moyen de le recruter. Donc ça enlèverait beaucoup d'intérêt à l'histoire. Et puis est arrivé Michel de Ville. Je vois donc arriver cet homme qui ne donne pas a priori une impression de force, de volonté, comme souvent les cinéastes, il faut beaucoup de force. Bon, il fait plutôt roseau fragile que chêne, Michel de Ville. Et je dois dire que je me suis dit, il va vite être convaincu, lui. Et pas du tout. Michel de Ville est quelqu'un de très obstiné, de très fort en vérité. Gilles Perrault m'a dit « Stop, ne faites pas ça, on ne peut pas ». Mais j'ai quand même insisté parce que je suis un peu têtu et lui est gentil. Donc il a accepté une nouvelle fois. Il dit bon, il est reparti en disant moi je vais encore essayer, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et puis il a ramé pendant un mois. Et puis au bout d'un mois, il m'a dit écoutez, alors je vous confirme, ce n'est pas possible. On ne peut pas adapter ce livre. Bon, croyez-moi. J'étais très triste parce que, puis comme je suis donc têtu, plus que têtu, très borné, obstiné, je me suis dit, je vais essayer. Qu'est-ce que je ferais si je ne suis pas auteur, mais comment je m'y prendrais? J'ai fait un premier travail d'adaptation. J'ai appelé Gilles Perrault, je lui ai dit, j'ai fait un premier travail, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que je peux venir vous voir? Il m'a dit, bien sûr. Donc je lui ai fait lire. Il m'a dit, d'accord, on peut essayer, si vous voulez, ensemble, de travailler à partir, non plus du livre, mais de votre travail, c'est-à-dire de mon premier débroussaillage, premières idées. J'avais trouvé des petites solutions déjà d'adaptation. Et on a été dans le Midi, j'avais une petite maison dans le Midi. Dans 1 mois ou 2 mois, on a écrit le dossier 51, le film, à partir du livre, bien sûr. Et là, il a réécrit les scènes, les dialogues, tout, mais peut-être parce que j'avais trouvé, pas complètement le principe de la caméra subjective, mais au début, je disais, voilà, il ne faut pas les voir, les gens. On va commencer le film, on ne les voit pas, parce que les espions, c'est des gens insoupçonnables. Dans la vie, on ne voit pas un espion. On ne sait pas que dans l'autobus, vous avez quelqu'un en face de vous, c'est un espion qui est peut-être là pour... Bon, et vous écoutez. Et puis petit à petit, je disais, on va les voir un peu de dos, puis après on va les voir un peu de profil, quand même, pour rentrer. J'ai pas osé. Lui a eu l'idée géniale de dire, il faut aller jusqu'au bout avec ça, ne jamais les montrer. C'est-à-dire la caméra subjective. C'est-à-dire que la caméra qui tourne, c'est le service. Et que les agents ne sont pas individualisés, ils sont successivement la caméra. L'œil de la caméra, c'est le service. C'est la caméra chercheuse, fouilleuse. La caméra cherche des gens dans la rue, donc les gens s'adressent à la caméra, c'est l'espion. On entend leur voix, donc j'avais des acteurs à côté de la caméra qui questionnaient, mais les acteurs, c'était très amusant et dur pour eux, parce qu'ils devaient parler non pas à l'acteur à côté de la caméra qui les questionnait, mais à la caméra elle-même, puisque la caméra était l'espion. Donc, technique difficile pour les comédiens, pour le caméraman, qui devait donc être constamment l'acteur lui-même. Donc, vivre aussi, si l'espion caméra était assis, donc la caméra était un peu plus basse, tout d'un coup, l'espion se lève, la caméra se lève, se promène. La différence comme avec le film de Robert Montgomery, c'est que lui a trouvé une astuce pour quand même se montrer à l'image. C'est quand il se regarde dans une glace. Oui, ça je m'en souvenais pas, mais effectivement, moi aussi, je voulais m'amuser quand même. Et quelquefois, effectivement, l'espion caméra passait aussi devant une glace. Et à ce moment-là, on voyait l'espion passer. Sans caméra, bien sûr, à ce moment-là, donc il fallait s'amuser. Ou une fois, oui, je me souviens aussi, il y a une scène où Christophe Malavoie, pas connu encore à l'époque, passe avec la personne qui l'espionne, donc il fait parler, il passe devant une boutique d'art ménager, il y avait une petite caméra vidéo qui filmait les passants, on voyait l'image sur l'écran, donc on le voyait à ce moment-là, des trucs comme ça, exprès, pour montrer quand même que c'était un jeu tout ça. Par exemple, dans une cabine téléphonique, à un moment, la caméra filme... C'est Claire Nadeau qui essaye d'interroger quelqu'un d'intéressant au téléphone et la caméra espion, justement, quitte Claire Nadeau pour assister à une petite scène qui se passe sur un banc entre une fille qui se fait draguer
par un garçon, un jeune garçon. Bon, on continue d'entendre Claire Nadeau au téléphone, et puis le regard revient sur Claire Nadeau. Il fallait s'amuser un peu. Tous mes films, même les plus sérieux, les plus dramatiques, j'ai toujours essayé quand même de dire c'est du spectacle, donc jouons, amusons-nous, c'est pas grave. Il a eu le courage, là encore, de prendre des acteurs peu connus. Il n'y avait pas de tête d'affiche. Hein, et c'était évidemment nécessaire pour montrer bien l'anonymat du service. Ce qu'on voulait montrer, c'était une machine en marche qui va broyer un individu. Il ne s'agissait donc pas d'avoir de... Bon... Quand Henri Verneuil, avec qui j'ai travaillé pour Le Serpent, fait un film d'espionnage, à l'affiche, vous avez Yul Brynner, Dirk Bogarde, Philippe Noiret, Michel Bouquet, d'autres encore. Bon, c'est pas exactement ça le renseignement, hein. C'est pas des stars. Ni même des vedettes. Donc Michel, là encore, comme toujours, je dirais, a montré beaucoup de courage en disant, ben non, la distribution, ça sera ça, et ça sera pas paillettes et strass, quoi. Mes films, ma filmographie le prouve, j'ai aimé tourner avec des stars, des grandes vedettes, des grands acteurs. Et puis j'ai aussi, de temps en temps, aimé tourner avec des inconnus, pour des raisons réalistes, quelquefois. Par exemple, là, quand ces espions vont trouver dans la rue, dans des cafés, des gens qui ont peut-être connu 51 avant, ça ne pouvait pas être des gens... Pour qu'on y croie, il fallait que ce soit des gens pas connus. Mais comme je suis contre l'amateurisme, je n'ai pas été jusqu'à dire on va prendre des amateurs. Je prends des comédiens pas connus, donc on les prend au théâtre, des jeunes comédiens. J'avais 50 personnages à distribuer. Et j'ai eu 50 formidables comédiens, quelquefois pour des rôles extrêmement courts, mais je voulais que ce soit des... Alors, il se trouve qu'il y a Planchon dans le film, mais il n'était pas connu, c'était des spectateurs de cinéma. C'était son premier film. Martourel n'était pas connu non plus. Personne n'était absolument connu. Anna Prucknall, Daniel Mesguich, Patrick Chenet et Didier Sauvegrain, eux, avaient plus ou moins commencé à tourner. Donc mon bonheur, c'était de l'art de piocher dans mes carnets. Merci les carnets, j'ai retrouvé plein de noms comme ça, emmagasinés puisque j'ai continué à le faire, je l'avais fait quand j'étais assistant, donc j'ai carnet bourré de noms, c'était assez facile. Mais il fallait les rencontrer, ces comédiens, c'est 50 rencontres, 50 discussions, 50... Non, plus, parce qu'il y a quand même des déchets, il fallait qu'ils soient tous libres en même temps aussi, ça c'est un problème. Quand on choisit des comédiens, il faut non seulement qu'ils acceptent, mais il faut qu'ils soient libres aux dates. Et à un moment, il faut décider d'une date, en disant, voilà, ça sera ça, et puis tant pis, ceux qui ne pourront pas, sinon on ne peut pas dire... On peut changer les dates d'un film pour un acteur principal, mais pas pour un des 50 petits rôles. Donc, grande prospection, disons, que je fais toujours tout seul, que j'ai toujours fait ce genre de recherche tout seul, sans aide aucune. C'est l'aide de mes carnets, simplement. Mais c'est intéressant parce que donc, les rencontres par elles-mêmes... Donc je rencontrais des comédiens, je leur disais, bah, là je vous ai vu il y a 15 ans dans telle pièce de théâtre, donc, surprise, stupéfaction de certains, disant voilà, que je puisse me souvenir que ouais, j'avais pas de mérite, je notais, donc je compulsais mes petits carnets, c'était facile. Il a eu du mal, hein. Il a eu du mal, le film ne s'est pas fait si facilement, loin de là. Hein. Bah, je voulais savoir si ça avait été facile de trouver des financiers. Hein. Très difficile.
Précis, ouais, parce que quand ils lisaient le scénario, ils étaient épouvantés. Il n'y avait pas de nom, les numéros. Alors 51, c'était le personnage auquel il s'intéressait. Alors sa femme, 52, les enfants, 53, 54. Il n'y avait que des chiffres. La bonne, c'était 54, 55, je sais pas. Enfin, c'était ardu, disons, ardu. Cette histoire de caméra subjective, les gens faisaient la gueule. Bon, bon. Et c'est là que la force de caractère de Michel a beaucoup compté. Il a tenu bon, Ça serait ça ou pas de film. J'avais un problème à résoudre, c'est de trouver un distributeur pour être sûr que le film ne reste pas dans les boîtes. Donc je les ai tous vus, tous, la Gaumont, j'étais voir la Paramount en disant quand même, ils ont gagné beaucoup d'argent avec Benjamin, ils peuvent pas me lâcher. Ils m'ont dit pas du tout, et non seulement on ne prend pas le film, mais on vous conseille d'y renoncer vous-même parce que ça ne marchera pas, etc. Personne n'y a évidemment cru. Alors, toujours têtu, je suis retourné, j'ai refait un tour. Alors j'ai recommencé, comme j'avais commencé par la Gaumont, je suis retourné voir Toscan du Plantier. Et ben là, il s'est passé quelque chose, je crois, ça l'a ou amusé ou ému. Il a dit, bon, je ne lui demandais pas grand-chose, je ne lui demandais même pas d'argent, je lui demandais simplement de m'assurer qu'il sortirait le film. Donc, dépenser un peu d'argent aussi pour les copies et la publicité. C'était ça, je leur demandais que ça, c'était pas énorme. La maison Gaumont pouvait se permettre ça, ce petit caprice, disons. Et je me rappelle Bonnel, René Bonnel passait dans son bureau à ce moment-là, et il lui dit, allez, on le prend, a dit René Bonnel, merci René Bonnel, merci René. Et ils ont pris le film comme ça, mais sans trop y croire. Et quand j'ai fini le film, et j'ai voulu leur montrer le film, il n'est même pas venu Toscan. Il y avait Martine Offroy, à l'époque, qui travaillait là, qui a vu le film, et qui aussitôt a téléphoné à Toscan, il faut que vous veniez voir le film, etc. Le lendemain, on a refait une projection, Toscan l'a vu, il l'a beaucoup aimé. Et ben, ça a été un grand départ, parce qu'il a fait... Après ce film, il me disait à chaque film, et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit, j'ai envie de faire Alors après le dossier 51, j'ai dit, j'ai envie de tout changer, de faire un film très chaud. Le dossier était froid, glacé, etc. Technique, impersonnel, glacial. Un film chaud, chaleureux, la Provence, le soleil, tout ça. Il m'a dit, d'accord. Et je lui disais 3 mots, il disait d'accord. Après, je lui ai dit, eau profonde, d'accord. La petite bande, là, il a un peu tiqué, parce que non, les enfants, non, please, non, par pitié, les enfants, d'abord, on ne saura pas le sortir, etc. J'ai insisté, il a dit d'accord, les enfants. Il avait raison, parce que ça n'a pas du tout marché, jusqu'à Pierre Landadmer. Donc, il avait beaucoup aimé le voyage en douce aussi, donc ça m'a aidé, et là, j'ai plus aucun souci. J'avais la Gaumont comme distributeur et coproducteur. Après, on a trouvé pour Maurice Bernard, après il y a eu Pierre Grimblat, tout ça, jusqu'à ce que Rose Allinde reprenne les rênes de la production, et elle toute seule à partir du Paltoquet. Ça a eu un petit succès, le film, on pensait que on aurait du mal. Un petit succès, il y a eu une sélection à Cannes, j'en ai pas eu souvent. D'abord à Cannes en compétition, et puis, coup dur, un jour, c'était les débuts de Gilles Jacob dans le comité de sélection. Il y a eu cette année-là, en 78, Gilles Jacob a eu l'idée de créer une nouvelle section qui s'appelait Un certain regard. Il m'a dit, voilà, je crée une nouvelle section et j'aimerais beaucoup qu'on retire le film de T51, parce que vraiment c'est le film type, c'est Un certain regard, c'est vraiment ça, c'est un film pour un certain regard. Donc on a fait l'inauguration d'Un certain regard, j'étais très fier. Bon, on n'était plus en compétition, c'était moins important, mais quand même ça a aidé un peu, on a parlé du film, et puis il y a eu de très bonnes critiques, les critiques m'ont aidé, et on a eu un succès honorable, disons. La profession l'a bien accueilli. On a eu un César, Michel et moi, de la meilleure adaptation, ce qui nous a fait bien plaisir, ce qui a rehaussé énormément mon prestige dans la famille. Et ma monteuse, Raymonde Guyot, a eu là son premier César. Elle jouait aussi la sœur de 52. Il y a eu un public très convaincu, enfin, d'aficionados, si je puis dire. Depuis la sortie du film, on en parle souvent comme ça. Je rencontre des gens. Je suis très frappé de voir que ce film, encore une fois, là, ça n'est pas de la prétention, le film, c'est Michel Deville, hein, que le film a intéressé, a marqué des gens. Je me souviens très bien de la première fois où j'ai
ma première vision du film. Et c'est là que je me suis dit, je n'avais pas besoin de me le dire, mais que Michel Deville était vraiment un cinéaste, c'est que j'ai été étonné. Cette histoire, je la connaissais par cœur, enfin, je connaissais chaque réplique, etc. Eh bien, quand j'ai vu le film, j'ai été étonné. Hein. C'est-à-dire qu'il avait mis dans sa mise en scène, grâce à sa mise en scène, beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le scénario. Et ça, c'est un signe. Quand vous avez travaillé, pour moi, enfin, mais j'ai peu d'expérience de scénariste, j'ai peut-être travaillé sur 5-6 films. Même pas. Mais 4-5. Mais quand il y a des films, quand j'ai assisté à la première projection, je suis resté calé dans mon fauteuil, j'attendais la suite et je savais ce que j'allais voir à l'écran. Quand vous avez fait affaire à un bon et à un grand cinéaste, vous êtes étonné parce que la mise en scène ajoute quelque chose. Et alors, justement, je me suis souvent engueulé avec Michel, qui dit « Mais moi, je suis un metteur en image. Je mets en image une histoire. » Mais non, il est beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que ça. Il est un créateur, bien sûr. Il ne se borne pas à transposer à l'écran un scénario suivant les séquences, etc. Bien sûr, ça va de soi. C'est du bonheur, ça a été du bonheur, cette histoire-là. C'est pas tous les jours qu'une collaboration comme ça, avec des moments difficiles, des moments de désespoir. Moi, en tout cas, lui, je ne sais pas, mais je me disais, on s'en sortira pas. J'avais bien raison de dire que c'était inadaptable. Tu perds ton temps, etc. Bon, des moments difficiles, mais finalement, voilà, pour moi, c'est l'une des aventures intellectuelles les plus gratifiantes. C'est un souvenir lumineux. Je n'ai jamais retrouvé ça avec un autre réalisateur. Jamais, jamais, jamais.